Bonjour. Bienvenue sur la chaîne podcast de la chaire Grands enjeux stratégiques contemporains. La thématique pour cette année 2024 s'intitule « Confrontation et recomposition stratégique ». Cet épisode est un extrait de la conférence prononcée par M. Eli Barnavi, ancien ambassadeur d'Israël en France. La conférence s'intitule « La guerre d'Israël contre le Hamas. Quelles leçons pour la région et l'ordre mondial ?» N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne podcast ou YouTube pour être informé de toutes nos publications. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Merci, cher Louis Gauthier, pour ces mots amicaux. Merci de m'avoir invité dans cette enceinte prestigieuse que je retrouve avec plaisir. Vous avez la gentillesse de rappeler que je suis un ancien de cette maison, puisque j'ai passé 3 ans de ma vie comme étudiant de 3e cycle dans la maison voisine, de Paris 4. À l'époque, nous considérions que Paris 4 était la vraie Sorbonne. C'était le noyau. Et effectivement, j'ai soutenu ma thèse Saint-Louis Liard. Ce sont des moments que je chéris. Enfin, j'ai accédé à ce moment-là à une certaine francité. Disons, je suis un membre de la Francia Culturalis qui s'étendait autrefois sur une bonne partie de la planète. Elle a quelques difficultés en ce moment, mais il y a quand même des beaux restes. Il faut ne jamais cesser de se rappeler. Alors, vous m'avez proposé de faire une causerie ici sur la guerre de Gaza et le jour d'après. Je commence à trouver monotone le son de ma voix, puisque ce sont des choses que pour la plupart, je ne cesse de proclamer, pour certaines depuis très longtemps. Mais ce que j'essaie de faire ici, c'est de les ramasser dans un exposé un peu ordonné. Ça sert aussi à ça, ce genre d'exercice, c'est de donner ses propres pensées. Et pour vous prouver le sérieux de ma démarche, j'ai écrit un texte. Ce que je fais rarement. D'habitude, j'écris mes textes après avoir parlé. Mais cette fois-ci, je me suis dit que ce serait plus sérieux si je vous offrais le résultat de mes cogitations dans un texte rédigé. Alors, je commençais par une évidence. L'assaut du Hamas du 7 octobre et la riposte israélienne qui s'en est suivie constituent un de ces événements disruptifs qui divisent l'histoire à un avant et un après. Et l'exercice auquel je suis censé me livrer ici est d'essayer de l'appréhender dans sa dimension stratégique, régionale et internationale. C'est un exercice difficile qui appelle quelques réflexions liminaires. D'abord, l'événement est loin de sa conclusion. On devine qu'il est susceptible de bouleverser durablement l'ordre régional, voire mondial, mais on ignore comment. Toute analyse ne serait donc être qu'un instantané dans une succession de faits dont l'enchaînement chaotique rend tout pronostic aléatoire. Bref, si l'on pressent que rien ne sera comme avant, il est difficile de savoir de quoi l'après sera fait. Ensuite, la multiplicité des acteurs, la complexité des liens qui les unissent et le jeu d'influence auquel ils se livrent brouillent singulièrement la vision. Par rapport à ce qui se passe au Proche-Orient, la guerre froide de bénie mémoire était d'une simplicité biblique. Pour ne prendre qu'un exemple, le Qatar abrite la direction politique du Hamas, entretient des liens officieux avec Israël, affiche d'excellentes relations avec l'Iran et abrite la plus grande base américaine au Moyen-Orient. Enfin, il faut compter avec la part d'irrationnel qui est généralement sous-estimée dans les relations internationales, où seuls sont censés jouer des intérêts rationnellement définis. Les États sont des monstres froids, dit-on, d'une formule empruntée à Nietzsche, dont on use et abuse.
C'est la grande faiblesse de l'école dite réaliste que d'oublier cette vérité. Les États sont des monstres froids, peut-être, mais qui obéissent à des êtres au sang chaud. C'est encore plus vrai dans nos contrées, où la passion religieuse, peu connue pour se soumettre à la raison, joue le rôle que l'on sait. Je reviendrai. Je vais aborder 3 points. Le monde d'avant, soit comment le 7 octobre était possible, les alignements stratégiques qui se mettent en place sous nos yeux, sur les 2 plans régional et international, et à quoi pourrait ressembler le monde d'après. Alors le monde d'avant, d'abord. Vu d'Israël, l'ordre régional d'avant le 7 octobre et la position de l'État juif au Proche-Orient étaient fondés sur un certain nombre de présupposés. Le premier était son absolue supériorité militaire. Israël dispose de l'armée la plus puissante de la région et des services de renseignement parmi les meilleurs au monde. Et s'est doté sur sa frontière avec la bande de Gaza d'une formidable barrière protectrice. Deuxième présupposé, consubstantiel au premier, Israël est seul garant de sa propre sécurité et en détermine souverainement les modalités. En vertu de ce principe, les responsables israéliens, civils et militaires, ont toujours été réticents à l'idée d'intégrer une alliance militaire susceptible de limiter leur marge de manœuvre. Troisième présupposé, Israël est une villa dans la jungle. C'est à Ehud Barak que nous devons cette belle image. Ce qui en fait à la fois un allié privilégié de l'Occident et un objet d'envie pour son environnement. Autrement dit, c'est un État démocratique, puissant et prospère, entouré d'autocraties plus ou moins faillies. Quatrième présupposé, les Palestiniens ont disparu des radars du monde, en général, et du monde arabo-musulman en particulier. La preuve, les accords d'Abraham hier, la normalisation avec l'Arabie saoudite demain. Benjamin Netanyahu était en train de gagner son pari, faire la paix avec le monde arabe, tout en ignorant le problème palestinien. C'est cet échafaudage conceptuel qui s'est effondré le 7 octobre. Et de ces ruines a surgi une réalité bien plus complexe et infiniment moins confortable. La puissance militaire d'Israël est un fait, mais c'était oublier les enseignements d'un autre mois d'octobre, celui de la guerre du Kippour de 1973. À savoir qu'une armée n'est efficace que s'il est sur ses gardes, autrement dit que ce chef ne se repose pas sur le laurier, ni ne méprise leurs adversaires. Que les renseignements ne valent que s'ils sont correctement interprétés. Et que l'histoire des nations, y compris la nôtre, fourmille de barrages infranchissables qui ont pourtant été franchis. C'était oublier la grande leçon de Thomas Hobbes dans son Léviathan de 1651. Dans l'état de nature, qui est le nôtre, hélas, nul n'est trop faible pour n'être point capable de tuer le plus fort. C'était oublier surtout à quel point nous sommes dépendants des arsenaux américains. C'est une vieille histoire des armes tchèques lors de la guerre d'indépendance, en 1948, le matériel français lors de la campagne de Suez, en 1956, et de la guerre des 6 jours, en 1967, le train aérien américain, sans lequel Tsahal n'aurait jamais pu rétablir en sa faveur la situation pendant la guerre du Kippour en 1973. Autant de leçons mal assimilées, aussi bien par Israël que par les États-Unis. État démocratique et prospère, certes,
mais qui, sur la férule d'un gouvernement qui n'entretient avec les réalités que des rapports lointains et fantasmés, a laissé la jungle s'installer chez lui. La Cisjordanie occupée livrée aux colons extrémistes, des pogroms anti-palestiniens quasi quotidiens, des provocations répétées sur le mont du Temple, Haram al-Sharif, une tentative de coup d'État judiciaire visant à mettre la démocratie israélienne à l'heure de Budapest ou d'Ankara, 10 mois de guerre civile latente qui ont déchiré le tissu social et mis à mal les corps constitués, armés et services de sécurité compris, le tout sur l'œil gourmand de tout ce que la région compte d'ennemis rabiques de l'État juif. Quant à l'enterrement de première classe de la question palestinienne, accord d'Abraham nonobstant, le peuple palestinien était toujours là, le feu couvait sous la cendre, et il était évident qu'un jour il allait s'embraser. À sa manière barbare, le Hamas se chargeait de le rappeler. Ce qui m'amène au cinquième et dernier présupposé, qui a préparé de longues mains la catastrophe du 7 octobre. Le Hamas est plutôt un atout pour Israël. C'était le cœur de la stratégie palestinienne de Benjamin Netanyahou. S'assurer que l'organisation terroriste était assez faible pour ne pas mettre Israël en danger et assez forte pour se maintenir au pouvoir. Pourquoi? Pour que les deux entités palestiniennes, la Cisjordanie et la bande de Gaza, restent séparées et conjurer ainsi le spectre de l'État palestinien. D'un côté, une autorité qui ne représente que la moitié du peuple palestinien, de l'autre, une organisation terroriste qui ne reconnaît pas l'État d'Israël, avec qui étions-nous censés négocier? En vertu de quoi, le gouvernement israélien a encouragé le Qatar à renflouer les caisses du Hamas, à fermer les yeux sur sa montée en puissance militaire et à délivrer des dizaines de milliers de permis de travail aux Gazaouis, des travailleurs dont certains, soit dit en passant, ont soigneusement photographié et cartographié les communautés où les tueurs du Hamas allaient opérer. Or, le Hamas n'est pas un mouvement de libération comme un autre, dont l'objectif est de débarrasser le territoire national d'une puissance jugée étrangère et de la remplacer par une entité indépendante. C'est, comme son nom et sa charte fondatrice l'indiquent, un mouvement religieux. Hamas est l'acronyme de Harakat al-Muqawama al-Islamiyya, mouvement de résistance islamique. Son but n'est pas la création d'un État palestinien aux côtés de l'État d'Israël, mais à la place de l'État d'Israël. En effet, la Palestine n'est pas un territoire disputé entre deux peuples que l'on peut, à la rigueur, partager. C'est un waqf, une dotation islamique inaliénable. Voilà pourquoi la logique du conflit du Hamas contre Israël relève non de la guerre d'indépendance, mais de la guerre de religion. Le caractère sauvage de l'assaut du 7 octobre ne s'explique pas autrement. Comme lors de la Saint-Barthélemy, plutôt que de s'en prendre à l'adversaire, il s'agissait d'effacer une souillure. En Occident, où l'on a perdu depuis des siècles le goût et l'habitude des conflits de religion, on a du mal à admettre que des hommes soient prêts à tuer et à se faire tuer au nom de Dieu. Au Proche et au Moyen-Orient, c'est une réalité. Et pourtant, depuis le tournant du millénaire, l'Occident a aussi appris à ses dépens. Alors mon deuxième point, les lignes de force aujourd'hui. Considérez l'alignement des forces régionales d'après le 7 octobre. Hamas et djihad islamique au sud. Cellules armées de Cisjordanie et milices pro-iraniennes d'Irak et de Syrie à l'est. Hezbollah libanais au nord. Houthis yéménites en mer Rouge.
Israël fait face à une multiplication inédite de fronts qui l'enserrent de toutes parts. Toutes ces organisations sont manipulées à divers degrés par l'Iran, qui est une théocratie chiite militarisée. Tout se passe comme si la guerre de Gaza était une guerre israélo-iranienne par milices interposées. Or, la guerre d'Iran et de ses alliés contre Israël est un projet idéologique. Excusez-moi. Est un projet idéologique de nature religieuse, dépourvu de toute logique rationnelle et affirmé comme tel. Cela dit, en Israël aussi, des forces politiques importantes qui participent au gouvernement vivent l'affrontement entre le Hamas et l'ensemble du peuple palestinien comme un conflit de religion, à l'inaliénabilité du Waqf musulman, répondant point par point celle du don par Dieu de l'ensemble du pays d'Israël au peuple juif. Évidemment, une guerre de religion n'est jamais chimiquement pure. C'était déjà le cas des guerres de religion dans l'Europe du XVIe siècle, où au mobile religieux se mêlaient des considérations politiques, sociales, dynastiques, de puissance, que sais-je encore. Une guerre de religion est un conflit où la religion sert d'impulsion première, de cri de ralliement, de cause déterminante. C'est aussi le cas ici. Le pari stratégique du Hamas était d'entraîner ses alliés dans le déluge final contre l'entité sioniste. Déluge d'Al-Aqsa, telle était l'appellation d'inspiration messianique dont il a affublé la sombertier du 7 octobre. Pour l'heure, et malgré l'affrontement à intensité croissante sur la frontière libanaise entre Israël et le Hezbollah, Hezbollah veut dire le parti de Dieu, ce pari a été perdu. En effet, contrairement au Hamas, qui n'est comptable que de lui-même, le Hezbollah, acteur majeur de la politique libanaise, en même temps que fédéral de l'Iran, est pris dans un tissu de considérations et d'intérêts complexes qui réduit sa marge de manœuvre. Pour l'heure. Ainsi, par cercle concentrique, la guerre de Gaza irradie les territoires palestiniens, les pays limitrophes du Proche-Orient, ceux du Moyen-Orient et, au-delà, la géopolitique planétaire. Comme la guerre d'Ukraine, c'est une affaire mondiale. En effet, face à la coalition dirigée depuis Téhéran, se dresse Israël et son allié unique, les États-Unis. Entre les deux s'étend ce que je tentais de décrire ailleurs comme une sorte de marais aux contours flous, dont le positionnement par rapport au conflit de Gaza et de ses ramifications dépend d'une foule de considérations disparates, voire contradictoires. Plus on est proche de l'épicentre, et plus les secousses du conflit se font durement sentir. Naturellement, les voisins d'Israël sont les plus affectés. La Syrie étant morcelée et faillie, dont le territoire c'est depuis longtemps des terrains d'affrontement entre l'Iran et Israël, le Liban, dont le sud est en guerre ouverte et qui tremble de la voir s'étendre à l'ensemble du territoire, l'Égypte, qui craint le débordement dans le Sinaï de masses de Gazaouis, et la Jordanie, dont le gros de la population est palestinien et qui, de ce fait, est menacé de déstabilisation. Ces deux derniers, à l'instar des autres pays unis de la région, le deuxième cercle, sont tous, à l'exception du Qatar, hostiles au Hamas et plus ou moins alignés sur Washington. D'ailleurs, ceux qui ont déjà signé des accords de paix avec Israël ne songent pas à les dénoncer. C'est la bonne nouvelle, si vous voulez, de tout cela. Mieux, l'Arabie saoudite, qui était sur le point de s'y résoudre avant la guerre, n'a pas renoncé à la normalisation avec l'État juif après. Seulement, est la condition désormais à la solution du problème palestinien, ou du moins au début d'un processus censé y conduire. On l'aura remarqué, à l'exception de l'Iran, tous les ennemis d'Israël sont des milices religieuses. Mais les gouvernements sont sensibles à une rue arabe
très remonté contre Israël. Le IIIe siècle est constitué des puissances de ce qu'il est convenu d'appeler le Sud global, entité gazeuse et fluctuante qu'anime un vieux fond d'anti-américanisme tiers-mondiste et où Israël se figure de poste avancé de l'Occident. Le procès intenté par l'Afrique du Sud à Israël pour fait de génocide devant la Cour de justice internationale de La Haye illustre à la perfection cette posture. Enfin, on trouve dans ce marais, en surplomb, les deux puissances révisionnistes, la Russie et la Chine, peu connues pour leur mansuétude à l'égard de leur propre population musulmane, mais auxquelles Gaza offre, dans une curieuse alliance avec les islamistes à l'extérieur, une occasion en or de damer le pion à Washington. Dans cette configuration mal commode, les États-Unis sont à la peine. Ils espéraient s'extraire du Proche-Orient, les voici forcés de s'y impliquer de rechef. Soutien militaire massif à Israël, envoi d'une armada en Méditerranée et dans le Golfe pour tenir en respect l'Iran et le Hezbollah et les empêcher d'ouvrir un deuxième front contre leurs alliés, couverture diplomatique à l'ONU. Cette position se paie sur le front intérieur, où la désaffection des nombres croissants de démocrates dans une poignée d'États clés risque de faire perdre à Joe Biden la présidentielle, sur le front extérieur, où l'administration ne parvient pas à réformer autour d'elle la coalition qu'elle avait réussi tant bien que mal à réunir contre l'agresseur russe en Ukraine. Un exemple suffira. L'affaire des attaques des Houthis contre les lignes de navigation internationales en mer Rouge. C'est sans doute l'aspect le plus insolite et le plus spectaculaire de l'internationalisation de la guerre de Gaza. On sait que les Houthis, une coalition tribale yéménite d'obédience chiite zaïdite, je vous passe les détails, la dentelle théologique de ces nuances, qui ne sont pas évidentes à l'ONU, s'en prend, donc cette coalition tribale, s'en prend, au nom de la solidarité avec le Hamas en guerre, aux navires commerciaux en mer Rouge, avec de lourdes conséquences sur le commerce mondial. Logiquement, la mobilisation internationale, à l'instar de celle qui s'était mise en place en son temps contre les pirates de la côte somalienne, devrait relever de l'évidence de bon sens. Ce n'est pas le cas. Les Américains ont bien monté une opération maritime internationale, baptisée Gardien de la Prospérité, mais à peine formée, la coalition donne des signes de décomposition. Si le Canada, la Grande-Bretagne, l'Australie, la Grèce et le Bahreïn ont rejoint la coalition, des alliés aussi cruciaux que la France, l'Espagne, l'Italie et l'Inde ont annoncé que leurs propres opérations maritimes seraient indépendantes de la coalition américaine. La raison? Eh bien, la peur panique d'apparaître comme allié d'Israël dans sa campagne anti-Hamas. Par ailleurs, l'Arabie saoudite, qui souhaite tirer un trait sur son engagement désastreux au Yémen, a refusé de joindre quelque effort maritime conjoint que ce soit. Résumons. Un conflit asymétrique dans un coin de la Méditerranée orientale qui métastase dans la région et au-delà, met à mal les équilibres régionaux et internationaux et risque d'allumer une guerre majeure dont personne ne veut. Voilà la situation telle que se présente. Mais imaginons une issue favorable à cette campagne. On a le droit de rêver. Elle reste circonscrite à la bande de Gaza, ne traîne pas trop en longueur au-delà du supportable et atteint son objectif, à savoir la destruction du Hamas. Comment alors remplir le vide ainsi créé? Alors c'est mon dernier point. De quoi ce jour d'après pourrait-il être fait? Ce qui rend la réponse à cette question presque impossible. Et on l'a vu, la prolifération des acteurs et partant des buts de guerre.
Concentrons-nous sur les belligérants. Le Hamas, c'est simple. Le Hamas veut survivre, c'est-à-dire garder la capacité de se maintenir au pouvoir d'une façon ou d'une autre. Israël, c'est déjà plus compliqué, veut détruire le Hamas et ramener les otages. Il présente ce but de guerre comme un an de paix, ce qui est pour le moins discutable. On ne sait pas très bien non plus ce que détruire le Hamas veut dire. Si c'est comme le proclame le gouvernement, l'annihiler jusqu'au dernier combattant et déradicaliser le territoire, autrement dit, extirper de la tête des gens l'idéologie islamiste, c'est irréaliste. Si en revanche, il s'agit de démanteler les structures militaires et politiques de l'organisation, c'est faisable. C'est d'ailleurs en train d'être fait. Mais après on n'en sait rien. Aussi extraordinaire que cela paraisse, le gouvernement d'Israël n'a aucun plan cohérent pour l'après-guerre. La raison est simple. Dans sa composition actuelle, il est incapable d'en concevoir un. Son extrême droite veut récupérer la bande de Gaza, la vider de ses habitants et reconstituer les colonies juives démantelées en 2005. Excusez du peu. Netanyahou sait que c'est impossible, ne fût-ce qu'en raison de l'opposition américaine. Mais il se garde bien de proposer autre chose au-delà des slogans généraux, car cela signifierait la chute de sa coalition. Il le voit donc, entre ses ministres d'extrême droite et les Américains, en tentant de repousser au calendrier grec une décision qui sait lui être politiquement fatale. Tant que lui sera au pouvoir, rien ne sera possible. Assurément, l'extrême droite ne sera plus au pouvoir au moment où se mettra en place une solution intérimaire, quelle qu'elle soit. Il tombera en même temps que Netanyahou lui-même, dont plus de 3/4 des Israéliens ne veulent plus. Ce qui ne veut pas dire que cette extrême droite ne conservera pas un pouvoir d'influence et de nuisance après. Dès la fin de la campagne militaire, nous retrouverons l'affrontement entre les camps ennemis que nous avons connus tout au long de l'année qui a précédé le massacre du 7 octobre, sans doute démultiplié. Comment tournera-t-il? Je crains que lorsque le moment de vérité surviendra et qu'il faudra bien arriver aux décisions douloureuses, Israël n'échappera pas à une forme quelconque de guerre civile. Le ministre de la Défense, Yoav Gallant, dont les relations avec le Premier ministre sont exécrables, a présenté récemment un plan fondé sur un double principe. Le Hamas ne dirigera plus Gaza et Israël ne dirigera pas Gaza sur le plan civil. En clair, ça veut dire quoi? Des comités locaux composés de Gazaouis, dont la désignation devra être approuvée par Israël, je cite, non hostiles à Israël et dans l'incapacité d'agir contre lui, seraient affectés à la gestion des affaires civiles. Dans un deuxième temps, une force internationale, composée de pays arabes modérés, ainsi que des États-Unis et de l'Europe, assumerait la responsabilité de la reconstruction et de la réhabilitation économique du territoire. Israël conservait de son côté la capacité d'opérer militairement dans la bande de Gaza sans restriction d'aucune sorte. Les chances du plan Gallant sont évidemment nulles. Et pas seulement parce que son adoption par le gouvernement en signifierait la fin. En fait, ce qu'il propose est une ressuscité de ses colonnats en Cisjordanie avec le succès que l'on sait. Une sorte d'autonomie civile à l'ombre des baïonnettes israéliennes. Outre que l'on voit mal qui accepterait de siéger dans ces comités locaux au péril de sa vie, il n'est pas clair comment une coalition internationale comme celle qu'il envisage se mettrait en place dans ces conditions. Les Américains, eux, ont fermement défini publiquement 3 conditions négatives. Pas de présence israélienne permanente, pas de déplacement de la population palestinienne, pas de diminution du territoire. Ce dernier point fait référence à l'idée avancée par l'establishment sécuritaire
d'une bande de sécurité en territoire palestinien. Idée étrange si l'on veut bien se souvenir du sort de cette formule dans la foulée de la première guerre israélienne au Liban en 1942-82, laquelle nous a légué le Hezbollah et 15 ans de présence catastrophique au sud du Liban. Ces trois noms posés, on aperçoit les contours d'un plan de sortie de guerre tel qu'il les dessine les travaux de think tank de Washington, les déclarations publiques des responsables américains et ce qui transpire de leurs entretiens avec le gouvernement israélien. En toute urgence, puisqu'il importe d'occuper aussitôt le vide créé par l'élimination du gouvernement islamiste, il s'agit de mettre en place un dispositif intérimaire qui prenne en charge simultanément trois tâches dont l'urgence est absolue. La sécurisation du territoire, assurée par une force multinationale à dominante arabe et de préférence sous mandat du Conseil de sécurité des Nations Unies, la mise en place d'une administration palestinienne provisoire sous l'égide de l'autorité de Ramallah, seule entité palestinienne reconnue par le monde entier, Israël compris, et qui paye toujours les fonctionnaires de Gaza pour ne rien faire, et le début de la reconstruction avec l'aide des pays arabes voisins et ceux du Golfe, ainsi que celle de l'Europe, des États-Unis et des organismes financiers internationaux. En même temps, une expression que vous aimez bien dans ce pays, je sais, en même temps, il faut offrir aux Palestiniens un horizon diplomatique, autrement dit, remettre sur le rail un processus significatif, autrement dit, imposer aux parties des règlements du conflit israélo-palestinien. Pour aboutir à quoi? Eh bien, à un État palestinien souverain aux côtés de l'État d'Israël. Il est presque comique que, sauf au debout du spectre idéologique, tout le monde se rallie derrière à cette solution qui avait fini par provoquer chez diplomates experts de tout poil un haussement d'épaule désabusé. C'est qu'il n'y en a tout bonnement pas d'autres. C'est une idée presque centenaire, proposée pour la première fois par les Britanniques en 1937, validée par la communauté des nations 10 ans plus tard, lors du vote à l'ONU sur le partage de la Palestine, négociée dans les moindres détails dans la foulée des accords d'Oslo de 1993. Il est grand temps qu'on la mette enfin en œuvre. Qu'il ait fallu la tragédie du 7 septembre pour en redécouvrir l'évidence, voilà un exemple de plus d'une triste vérité d'histoire. Les nations ne se résolvent aux solutions raisonnables qu'après avoir épuisé toutes les autres. Un mot de conclusion provisoire. Pour l'Israélien que je suis, il y a de bonnes raisons de se laisser aller au désespoir. Son pays est gouverné par une équipe corrompue et incompétente, composée de fous de Dieu et d'ultranationalistes. Au bout d'une histoire nationale hors du commun, il a inscrit à son actif des exploits remarquables, par certains égards uniques dans les annales des peuples. Mais, sans constitution écrite, ni frontières définies, incertain de son identité et déchiré à factions rivales, il se condamne à une existence précaire, faute de savoir qui il veut être. L'histoire et la géographie l'ont placé au cœur d'une région instable, mal intégrée à la modernité et travaillée par le fondamentalisme religieux. Et pour couronner le tout, il subit les contre-coups d'un monde anomique et morcelé, doit disparaître tout semblant d'ordre international. Le vieux monde se meurt, le nouveau monde tarde à apparaître, et dans ce clair-obscur surgissent des monstres. Jamais le mot de Gramsci n'a paru plus pertinent. On comprend que tant de mes compatriotes, choqués par ce qui nous était révélé le 7 octobre, doutent de leur pays jusqu'à sa capacité de survie. Et cependant, il y a une autre manière d'envisager les choses. Après tout, je ne vais pas finir sur une note désespérée. On m'a appris ici qu'il ne fallait pas désespérer la Sorbonne. Souvent, dans l'histoire,
des pires catastrophes ont surgi les solutions les plus audacieuses. Des ruines de la Seconde Guerre mondiale est née l'Europe unie, des cendres de la Shoah, l'État d'Israël. Pourquoi du saccage des communautés israéliennes et de la bande de Gaza n'émergerait pas enfin la solution à la sempiternelle question palestinienne? Merci beaucoup.